Bonjour à toutes et à tous, je suis Ophélia Dubo de Décider ensemble. Donc, on est ravis de vous accueillir sur ces 9e rencontres européennes de la participation en version numérique. Nous étions à Strasbourg, donc lundi, mardi et mercredi pour les rencontres européennes de la participation en présentiel. Et depuis hier, donc la 9e édition des rencontres numériques a commencé et se termine aujourd'hui. Donc, on est ravis de vous accueillir dans ce webinaire, donc voyage dans le langage des budgets participatifs à travers le monde. Je voulais juste vous préciser que ce webinaire est enregistré. Donc pour ceux qui ne souhaitent pas apparaître sur l'enregistrement, voilà, merci de bien couper votre caméra. Je vous invite aussi à couper votre micro pour éviter toutes les interférences. Et maintenant, je laisse la parole. Hop, j'accepte les derniers. Je laisse la parole directement à Virginie. Ah oui, bonjour à toutes et à tous. Mais en fait, c'est Diego qui ouvre de la ville de Ah bah Diego, Grenoble, voilà, voilà, oui. qui ouvre l'atelier. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je suis Diego Fernandez Varas, responsable du service vie associative et citoyenne de la ville de Grenoble. Et j'ai le plaisir d'introduire cet atelier. En fait, cet atelier est un atelier un peu spécial. Non seulement c'est un atelier des rencontres européennes de la participation, mais c'est aussi un hommage à un grand chercheur et quelqu'un qui a vraiment un militant des budgets participatifs dans le monde qui nous a quittés en début de cette année et qui vous connaissez certainement, Yves Cabane, et qui était aussi un grand ami de certains d'entre nous qui sont présents dans cet atelier. Il a vraiment porté ces dispositifs autour du monde. Et Virginie, elle a eu aussi la bonne idée, elle travaille depuis quelques temps sur une carte du budget participatif autour du monde. Et Yves, en fait, a impulsé justement cette idée de faire des dialogues transnationaux dans les différents pays pour justement mettre en œuvre des différentes modalités de participation citoyenne et particulièrement les budgets participatifs. Donc, c'était vraiment l'occasion de se rappeler lui, continuer son travail et lui rendre hommage à travers cet atelier. Donc, des collègues un peu partout dans le monde nous sont rejoints aujourd'hui pour se dire comment on parle du budget participatif. L'atelier, donc, il va commencer par une introduction de Virginie et ensuite, on va faire ce tour du monde et, du budget participatif. Et Giovanni, qui est un professeur architecte et urbaniste à l'Université de Coimbra, spécialiste dans les questions de participation citoyenne, et va nous faire une conclusion à la fin. Je vais être le maître du temps, je vais prendre les questions sur les chats, donc n'hésitez pas à mettre vos questions sur les chats. Et je vais prévenir qu'il reste quelques minutes à chacun des intervenants pour qu'on reste un peu dans les temps et on se laisse une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure pour discuter si vous avez des questions sur l'atelier. Donc, je vous propose qu'on commence et je vais laisser la parole à Virginie pour l'introduction. Merci à toutes et à tous et c'est parti. Merci Diego. Est-ce que Clémence, est-ce qu'on peut partager la carte des langages? Si Clémence, tu es toujours avec nous, super. Alors, merci beaucoup. Alors, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui. Merci à l'équipe de Décider Ensemble qui nous accueille. Merci à Diego Fernandez Varas qui rend cet atelier possible grâce à son aide pour l'organiser et l'animer. Alors, je m'appelle Virginie Maille-Viard. Je suis chargée de mission pour la valorisation des budgets participatifs pour la région Occitanie. On a ouvert cet atelier en rendant hommage au chercheur Yves Cabane qui nous a quittés et qui m'a beaucoup inspirée dans mes recherches. En effet, il a placé le budget participatif sur la carte du monde et je l'ai placé sur ma carte. Voilà, c'est un hommage aussi. Alors, en ouverture, je vais vous présenter l'objet de cet atelier au sens propre du terme, la carte des langages des budgets participatifs à travers la planète. Cette carte, je la veux collaborative et inclusive. Derrière ces territoires, il y a des hommes et des femmes qui œuvrent dans le domaine de la participation citoyenne. Alors, il y a Paul-Joël Kamchang de l'association Adizi qui devrait nous rejoindre. Avec lui, nous évoquerons le budget citoyen local du Cameroun. Avec Myriam Laforce et Kevin Bino qui se sont levés à 4 heures du matin, merci à eux, nous parlerons du budget participatif de Montréal. Damien Wirth, lui, nous ouvrira les portes du budget participatif en Lausanne. Avec Nathalie Folliot, nous parlerons de la démocratie active dans la ville d'Albi dans le Tarn.
Clémence Penn, experte en participation citoyenne à l'Agence française du développement, avec elle, nous nous pencherons sur le Brésil et sur l'Inde. Et Giovanni Allegretti, qui est chercheur au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra au Portugal, clôturera la séance. Je parle très vite parce que j'ai 10 minutes. Alors, ce projet de carte, il a démarré lorsque je me suis rendu compte que le dispositif du budget participatif avait plusieurs visages suivant les territoires et qu'ils avaient plusieurs façons de le raconter. Alors, ce projet, il s'appelle la carte des langages. Elle n'est pas exhaustive. Elle vit bien sûr au fur et à mesure de mes recherches et elle présente les éléments de langage des territoires. Mon but est de m'interroger sur la façon dont on veut demander aux citoyens de venir participer et de regarder les mots qu'on utilise d'un œil nouveau, de choisir ce qui nous ressemble. Et suivant notre histoire et notre culture, on le verra. Alors, les budgets participatifs, vous le savez peut-être, sont nés en Argentine en 1989, mais ils ont vraiment surgi depuis une vingtaine d'années, en particulier dans les gestions municipales. Ils sont en grand nombre dans les pays latino-américains, en Nouvelle-Zélande ou dans les terres nordiques du Canada, des territoires où la pratique démocratique directe, celle du quotidien de la gestion communautaire, remonte à la nuit des temps. Les Maoris, les Inuits, les Nénètes ou les Mayas encore, et plus près de chez moi, les peuples pyrénéens. C'est des peuples premiers qui ont beaucoup à nous apprendre en termes de gestion participative. Alors, dans ces communautés établies depuis des siècles, l'appartenance communautaire et la participation à la gestion communautaire sont inextricables. Alors, depuis Porto Alegre, où il est né, il a essaimé dans le monde. En France, aujourd'hui, plus de 400 collectivités l'ont mis en place. Il doit son succès à plusieurs facteurs. Il est adaptable. Les collectivités proposent le budget qu'elles soumettent aux projets citoyens. Il loue des liens inédits entre les citoyens, les élus et les agents du service public. Il forme aussi à la contrainte budgétaire et aux besoins des territoires. Et par son rendez-vous régulier avec le vote aussi, il entretient une sorte d'hygiène en fait de la pratique démocratique. Alors, un élu d'une ville aux États-Unis constatait qu'il renforçait les muscles civiques et un élu de Porto Alegre parlait, lui, d'une grande école de la vie qui s'est construite collectivement et qui amène les gens à délibérer sur la dépense de l'argent public. Et il clôture par « Il est passionnant de voir ce qui peut être construit lorsqu'un dirigeant a la volonté politique de partager le pouvoir ». Alors, cette carte, vous le constaterez, il y a une grande diversité des langages. Je ne les présente pas tous. On a des intervenants qui vont nous les raconter. Les grandes tendances, c'est l'Amérique latine. On observe une forte insistance sur la décision collective et le rôle des citoyens dans le gouvernement. Dans les pays anglo-saxons, le lexique insiste, lui, sur le pouvoir et l'empowerment. On le verra peut-être à la fin avec les pays nordiques, avec Giovanni. En Europe, le langage met, lui, l'accent sur la démocratie délibérative et l'action collective. Alors, vous allez le voir, hein, les mots, ils ont une énergie, ils se modifient, ils se métamorphosent sans cesse. Ainsi, le verbe participer, qui nous réunit aujourd'hui, qui vient de pars et de capere. Capere, c'est prendre, c'est capter, c'est saisir. Et finalement, c'est prendre sa part, la part qui nous revient, mais c'est aussi avoir une parenté avec quelqu'un ou quelque chose. Participer, c'est aussi être solidaire, c'est être d'accord. Et du coup, vous le constatez, le champ sémantique qui comprend la dimension d'appropriation, elle évolue vers celle de la solidarité. On a quelque chose à faire ensemble. Alors, quand on s'intéresse au langage et à son usage, en France, on se tourne vers Alain Rey, qui est le grand Manitou de la langue française. Alors, j'ai ouvert la Bible, hein, qui est le dictionnaire historique de la langue française qui date de 1998, et j'ai cherché l'adjectif participatif. Et il n'y était pas. Alors, Alain Rey nous a quittés en 2020 en nous léguant un nouveau dictionnaire. Et je l'ai acheté il y a peu. Et je peux vous dire que je l'ai acheté pour une lettre, mais pour la lettre P, et pour un mot participatif. Et il y était. Je l'ai là, hein, sous les mains. J'ai le dictionnaire, la lettre P. Et c'était comme découvrir un trésor parce que le dictionnaire, c'est pas un cimetière de mots, mais c'est bien un observateur du monde qui l'entoure. Et dans notre monde, aujourd'hui, il y a l'adjectif participatif. Et le chercheur Yves Cabane avait notamment justement noté son adoption dans le vocabulaire du plan gouvernance urbaine en Argentine en 2002. Alors, jusqu'au début du XXIe siècle, cet adjectif était en France plutôt circonscrit au domaine de la finance. Et ce sont les Anglais qui ont élargi son usage, qui couvre maintenant la démocratie participative. Mais dans mes recherches sur les origines de l'adjectif, je suis tombée sur participation, qui vient du patois de chez nous en Occitanie, bon, voilà, ce qui me va bien aussi. Alors maintenant, on va se pencher sur le berceau du dispositif, l'Amérique latine et Porto Alegre. Tetra Pak, c'est une marque. Aujourd'hui, c'était Fabrique. Après, alors je sais pas, j'entends. Non, c'est bon. C'est pas Diego qui me dit de m'arrêter, non. Je sais pas.
Je ne vous vois pas. Donc, Continue, Virginie. OK. Après des années de dictature militaire, le Parti des travailleurs arrive au pouvoir et ouvre à la population la gestion du budget de la ville. Et le cas de Porto Alegre est aujourd'hui encore étudié et scruté. L'Amérique latine est vraiment devenue la référence historique et le laboratoire international du dispositif. Alors, Porto Alegre a titré son budget participatif Participa. C'est simple, c'est épuré et c'est direct, parce que participa, c'est un verbe qui a du poids, un poids considérable dans une région du monde qui est marquée par les dictatures. Alors, dans une dictature, on ne participe pas. Dans une dictature, les antagonismes de classe sont exacerbés. Et c'est une région où il y a une grande pratique des luttes civiques, parce qu'il y avait une grande absence des pratiques démocratiques. Alors, Medellín, si vous penchez sur Medellín, a titré Participar y planear el futuro y el presente de Medellín. Participer et concevoir le futur et le présent de Medellín. Planear, c'est projeter, c'est planifier, c'est dessiner, concevoir. Et la planification, cela signifie se projeter dans le futur. Il y a là un message de confiance, c'est dire aux citoyens, c'est possible, c'est redonner confiance à la démocratie. Et par extension, c'est rêver et imaginer. Et là, on verra avec Damien Wirth que la Lausanne a aussi employé ce champ lexical de l'imaginaire, où les citoyens deviennent des bâtisseurs. Maintenant, je vous amène à New York, qui a titré Real Power is Real Money. Alors, le vrai pouvoir, c'est l'argent, sonnant et trébuchant. La notion de pouvoir, elle traverse les différents budgets participatifs. Le vrai pouvoir, c'est l'argent. C'est aussi ce que martèle le Canada. On le verra, on en parlera avec Myriam Laforce et Kevin Bino tout à l'heure. Alors, c'est assez amusant d'entendre cette Il te reste phrase. 2 minutes, Virginie. OK, donc amusant d'entendre cette phrase, effectivement, qui a un lien direct avec ce lieu emblématique, puisque New York est la place boursière mondiale. Asséner que le véritable pouvoir, c'est de l'argent réel, c'est dire qu'on ne joue pas en bourse, et que le budget participatif, c'est de l'argent palpable et concret qui transforme littéralement la vie des gens. L'autre mot, c'est power, et power, c'est puissance et pouvoir. Et là encore, c'est un mot qui a du poids, hein, Black Power et Power to the People. Un mot très puissant dans la culture populaire américaine. Je vais très vite puisque maintenant il me reste Tower Hamlets. Donc, We Decided, Now You Decide. Alors là aussi, un territoire très diversifié, très pauvre et qui abrite l'un des plus grands centres financiers du Royaume-Uni. On le voit, hein, c'est en miroir avec New York. Et eux, ils ont titré We Decided, Now You Decide. Nous décidions, maintenant vous décidez. Alors, décider, c'est aussi un verbe très fort. Hein, ça vient de cadérer, ça veut dire couper et retrancher de façon définitive. On ne revient pas sur une décision, hein, une décision de justice, par exemple. Le mot pivot dans cette phrase, hein, c'est l'adverbe now, maintenant, qui marque une pierre dans le mandat de l'élu. Avant, c'était nous qui décidions, maintenant, c'est vous. C'est un relais, c'est un leg, en fait, hein, que fait l'élu aux citoyens. Donc, je dirais pour Tower Hamlets, le côté émancipateur du budget participatif qui est mis en avant ici. Je terminerai en disant que il faut aller voir les vidéos de Tower Hamlets sur la façon dont ils ont de faire voter les gens, parce que c'est interactif, c'est dynamique. Ils voient en vrai, en fait, l'argent des projets qui bascule quand ils sont votés sur la gestion municipale. Et voilà, c'est très ludique et les Anglais adorent ça. Je terminerai sur des bonnes paroles. Un fonctionnaire du gouvernement du Royaume-Uni qui avait découvert stupéfait que les gens à Tower Hamlets avaient plus voté pour des projets éducatifs que sur des projets sur la sécurité et les caméras. Et je le cite, combien d'autres fois pensons-nous savoir ce que veut le public sans jamais vérifier auprès de lui? Alors, sur ces bonnes paroles, je laisse la parole à nos intervenants. Alors, je crois que Paul Joël a des soucis de connexion. Je ne sais pas s'il est arrivé à nous rejoindre du Cameroun. Je pense qu'il est là. Je l'ai vu Oui, passer. Virginie, je suis là. Voilà. Ouais, je suis là. Ah, Paul Joël est là. Alors, c'est super. Oui. Alors, on reçoit Paul Joël Kamchang, qui est secrétaire exécutif à Dizzy Cameroun, en charge de la gestion des activités de l'organisation et principal responsable des projets tels que Open GovLoc et la Civic Tech au service de la gouvernance locale. Bon, Paul Joël, tu vas tout nous expliquer. Alors, tu vas nous présenter le budget citoyen local dont tu t'occupes, nous expliquer aussi en quoi l'information est un levier important de la participation citoyenne. Mais d'abord, lorsqu'on a préparé cet entretien, tu m'as donné une appréciation du verbe participer par rapport à celui de s'engager. Et du coup, est-ce que tu peux me donner, et nous donner ton point de vue sur ces verbes et sur le sens qu'ils portent à tes yeux? Je te remercie. Merci Virginie et bonjour à tout le monde. Je commencerai d'emblée à vous dire que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui et de discuter avec vous parce que j'ai beaucoup étudié le modèle gouvernement ouvert géorgien et même français.
Et je me suis rendu compte que la participation citoyenne occupe une place très intéressante et importante. Et c'est pour ça que je m'intéresse beaucoup à ces enjeux-là. On le voit par exemple au Sénat français, au Parlement français, dans les mairies et consorts. Pour le cas du Cameroun, donc, où je vous appelle, ou d'où je parle, nous sommes en fait l'organisation pionnière en la matière, notamment en utilisant la Civic Tech. Pour revenir donc aux questions de sémantique, si on peut dire ainsi, la question de la participation citoyenne et la question en anglo-saxon du civic engagement. Je crois que Virginie, vous avez commencé par, dans votre propos qui plantait le décor, à nous situer exactement sur ces questions sémantiques qui sont pour le moins très lourdes de sens. Quand on parle de participation, on a là comme il y a là comme une sorte de passivité, c'est-à-dire vous participez, vous ne pouvez pas être intéressé, vous y êtes peut-être parce que c'est un effet de mode, vous y êtes parce qu'on vous a invité, mais en réalité, vous n'êtes pas engagé. Et c'est pour ça que j'aime bien quand ça se dit en anglais, on parle du civic engagement, donc on s'engage, qui est différent de participer et qui peut avoir un sens tout à fait passif. Donc, ces expressions ont tous les de ne rien nous dire, mais en fait, quand vous creusez au fond, vous rentrez par exemple dans les souches de la signification de ces différents mots, vous allez vous rendre compte par exemple que quand on parle de l'engagement, il y a par exemple le cadre, il y a par exemple que le citoyen se situe à la fois en amont et en aval, en amont de la conception des politiques publiques et en aval, c'est-à-dire dans le suivi citoyen de ces politiques publiques, si ça répond effectivement à ses aspirations et si effectivement les choses sont designées ou faites exactement comme il l'aurait souhaité. Et il peut justement se rapprocher auprès de l'administration pour justement montrer son insatisfaction face à la mise en œuvre de ces différentes politiques publiques. Donc voilà, grosso modo, les nuances sémantiques que j'apporterai à la lumière de plusieurs études et de plusieurs constats. D'accord, merci. Du coup, en fait, maintenant, c'est la présentation du budget citoyen local du Cameroun sur lequel Oui, oui, bon, n'appelons pas ça budget citoyen du Cameroun puisque c'est une initiative privée de notre organisation. Donc, c'était à titre de phase pilote. On l'a développé dans le cadre du projet OpenGovLoc. Vous avez tantôt fait allusion à ce projet qui, parce on s'est rendu compte que dans les villages, dans des villes, les budgets sont votés au niveau des communes, mais les citoyens ne sont pas au courant. Simplement parce qu'en fait, quand vous prenez le budget, ça peut aller dans les 100 pages, les 95 pages. Du coup, le citoyen, lui, n'a pas le temps de lire, de parcourir, et parfois c'est en des langages et des termes extrêmement techniques qu'il faut par exemple être du domaine des finances ou de l'économie pour comprendre ce que c'est que le budget. Alors on a opté dans le cadre de ce projet de recruter un consultant qui nous a aidé non seulement à faire la synthèse de ce projet, de ces budgets, à imager le budget de telle sorte que le citoyen, quand il le lit, il peut facilement comprendre le budget qui a été voté et ce à quoi ce budget-là sera affecté. Et on a également trouvé que, vu le fait qu'environ 90% de personnes qui utilisent un smartphone au Cameroun, au moins 90% sont sur un réseau social et donc sur WhatsApp, qui est la messagerie instantanée la plus utilisée. Et donc, c'était plus facile de faire circuler ce budget citoyen-là. Et il était aussi possible de le traduire en langue locale. Donc, je ne sais pas si c'est possible. Là, je vais partager mon écran pour vous montrer à peu près à quoi ressemble ce budget citoyen local. Appelons le budget citoyen local parce qu'il existe déjà un budget citoyen au niveau national qui est en fait monté par le ministère des Finances avec le concours des organisations de la société civile qui font partie de la plateforme. Alors là, malheureusement, je ne parviens pas, mais je vous prierai de partager cela à l'ensemble des citoyens et puis je resterai disponible pour leur expliquer. Donc, en fait, pour me résumer, ce budget, en fait, tire ses sources
des grandes lignes du budget, c'est-à-dire en termes d'entrée, en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes de projets prévus. C'est-à-dire, par exemple, que s'il y a un puits qui sera construit, on fait l'image d'un puits et on met le montant qui est affecté pour la construction de ce puits. Si c'est une salle de classe, on fait également la même chose parce que les études montrent de plus en plus que les gens qui vont sur des réseaux sociaux ou les gens qui veulent lire sont davantage attirés par les images que par des textes parfois un peu trop longs, un peu trop touffus, parfois avec des tournures langagères qui ne permettent pas aux citoyens lambda de l'écouter. Et comme vous savez, contrairement à l'Occident, nous sommes dans une société de l'oralité et dont les gens ont beaucoup tendance à écouter ce qui est dit plutôt que ce qui est écrit. Donc, on capitalise sur cela pour monter un budget citoyen local qui tient en réalité sur 2 pages. Parce que plus de 2 pages, plus de 5 pages, alors ça fatigue, personne ne veut lire et du coup, on va zapper. Or, ici, il faut pouvoir guicher les citoyens à s'intéresser davantage à ce qui sera fait dans leur cité, d'où le budget citoyen local. D'accord, mais Voilà. merci Il vous reste beaucoup. 2 minutes pour la Effectivement, question. on sera très intéressés. Merci. Vas-y, Diego, je te laisse. Oui, et il vous reste 2 minutes. Si vous voulez rajouter quelque chose sur les budgets participatifs locaux, le budget citoyen. Euh, euh, En fait, peut-être revenir sur la question de Virginie quand elle déroulait sur la question de l'information dans le cadre de la participation citoyenne. Alors, pour simplement dire que l'information est très importante parce que l'information est à la fois en amont et en aval de la conception des politiques publiques et de l'engagement citoyen. Et donc, un citoyen qui est mal informé ou peu pas informé aura du mal à s'engager parce qu'il ne pourra pas mieux comprendre les tenants et les aboutissants des politiques publiques qui sont mises à sa disposition. Et donc, pour concocter tout cela, vous allez vous rendre compte en réalité que l'élément déterminant, c'est l'information qui doit être à la fois en amont et en aval. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que la participation citoyenne va avec l'accès à l'information. Sans accès à l'information et l'open data, il devient très compliqué pour le citoyen qui n'est pas informé ou peu informé de s'engager réellement avec les administrations en charge de la mise en œuvre des politiques publiques. Et donc, c'est ça qu'on appelle la participation citoyenne. Et donc, c'est très important pour les institutions de développer des stratégies ou des politiques d'accès à l'information et même de l'open data, parce que quand on est dans le cadre du budget, on parlera de l'open budget, ça j'aime bien les expressions anglo-saxons, ou alors d'open project pour ce qui est des projets, et même d'open council, parce que ce qu'on constate en Afrique, par exemple, c'est que très peu de citoyens savent quel est le conseiller municipal qui les représente au sein du conseil municipal. Et donc, du coup, il faut une courroie de transmission entre les citoyens et le conseil municipal, et ça ne peut qu'être le conseiller. Et si vous ne connaissez pas le conseiller, du coup, ça sera très difficile pour vous de lui confier vos désirata ou vos besoins pour qu'il puisse transmettre cela au sein du conseil municipal qui décidera en dernier ressort. Merci Paul-Joël. On va continuer notre voyage vers Montréal. Donc, Virginie, je te laisse la parole. Oui, merci beaucoup, Paul-Joël. Maintenant, nous allons remonter vers le nord et vers la ville de Montréal. Alors, à Montréal, on démarre avec du cash. On affiche le chiffre d'abord, c'est 45 millions de dollars réservés pour la réalisation des projets, mais avec une subtilité qui a du poids et qui tient au verbe réserver. Réserver, c'est étymologiquement mettre de côté, c'est conserver, mais c'est aussi sauver. C'est un message qui dit aux citoyens, on épargne pour la participation citoyenne, on n'y touchera pas. Alors, pour nous en parler, nous recevons Myriam Laforce, qui est conseillère en planification au sein de la direction de l'expérience citoyenne de la ville de Montréal, et Kevin Binot, responsable des communications du budget participatif de Montréal. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Myriam Laforce, je vais débuter la présentation. Mon collègue Kevin va suivre en deuxième partie. On va essayer de respecter le 8 minutes qui nous est alloué. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. Merci Virginie, merci de nous recevoir. Ça nous fait plaisir, surtout qu'on est à un moment névralgique. On vient de terminer le vote cette semaine, le vote de la 3e édition du budget participatif à Montréal. On est en train de compiler les résultats. C'est enthousiasmant là, de pouvoir vous parler dans ce contexte aujourd'hui. Donc, rapidement, je vais vous présenter le modèle montréalais qui existe chez nous depuis 2020 de budget participatif et Kevin va suivre avec notre approche communicationnelle puisqu'on parle des mots du BP. Nous, on l'appelle le BP dans notre langage quotidien.
Alors, donc, je vous l'ai dit, l'initiative est née en 2020 à Montréal. Ça répondait, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu des expérimentations en arrondissement. La Ville de Montréal est constituée de 19 arrondissements. Et puis, nous, Kevin et moi, travaillons à la Ville-Centre. Le budget participatif qu'on vous présente ici, c'est celui de la Ville-Centre. Et en 2020, la Ville a adopté une planification stratégique là, pour se projeter pour les 10 années qui allaient suivre. Et l'une des priorités, vous le voyez, c'était de mettre les citoyennes et citoyens au cœur des processus de décision. Donc, on utilise aussi à Montréal le verbe décider pour parler du budget participatif. Le modèle, c'est celui que vous connaissez dans la plupart de vos villes également. Donc, on le concevait en 2020 et on le conçoit toujours comme un processus démocratique qui permet de proposer des idées, qui permet à la population donc de proposer des idées, de voter pour les projets issus de ces idées et donc de décider de l'utilisation d'une partie du budget municipal qui va servir à réaliser ces projets. Et je trouve intéressant, puisqu'on parle des mots du budget participatif, MOTS et non pas MAUX, parce qu'il y en a aussi des défis au quotidien dans notre pratique. Mais nous, on l'a logé sur l'échelle de la participation publique qu'on a adoptée à la Ville de Montréal sous le terme décider. Et puis, c'est intéressant d'entendre Paul Joël parler de s'informer parce que dans l'échelle qu'on a adoptée, pour nous, s'informer, ce n'est pas un mode de participation, mais c'est une condition préalable et sine qua non à la participation. Donc, je trouvais intéressant de le souligner. Donc, le budget participatif à Montréal, comment il fonctionne rapidement, là, les paramètres qu'on a retenus. La petite illustration que vous voyez là, c'était pour montrer qu'il s'agit vraiment de prendre une part, donc comme Virginie le disait, de réserver une portion du budget d'investissement de la ville pour des projets décidés par la population. Dans notre cas, c'est la Ville de Montréal qui réalise les projets, donc ce ne sont pas des projets citoyens. Les projets sont issus des idées citoyennes, mais sont ensuite développés ou retravaillés par, puis c'est la pastille bleue que vous voyez ici, par des comités mixtes qu'on met en place et qui sont formés à la fois de représentants de la société civile montréalaise et d'employés de la ville. Puis ensuite, une fois que les projets issus d'idées parfois très impressionnistes, là, parfois très peu développés. Donc, une fois que le travail de précision est fait, ils sont soumis au vote du public et c'est donc la Ville de Montréal qui prend en charge ensuite la réalisation de ces projets-là. Les éléments qu'on pense distinctifs, mais en vous écoutant aujourd'hui, peut-être qu'on va se rendre compte que finalement, c'est les particularités de notre budget participatif se retrouvent également ailleurs. Ce qu'on pense qui est assez distinct, c'est d'abord l'ampleur territoriale. Paris, qui est une ville plus populeuse, évidemment, on pourrait dire que l'ampleur territoriale de son BP est plus grande encore, mais pour ce qui concerne l'Amérique du Nord, à Montréal, comme c'est le budget central, c'est 1 763 000 personnes qui sont visées. Malheureusement, ce ne sont pas 1 763 000 personnes qui participent, mais elles sont visées là, par notre appel à la participation. C'est un budget participatif qui est distinct. Il y en existe des démarches similaires à l'échelle des arrondissements. Il y en a 5 arrondissements qui déploient de telles démarches, mais celui que nous, on porte, il est centralisé et il est non territorialisé. Les idées, les projets peuvent concerner l'ensemble du territoire de la ville. Là, on parle de la hauteur des sommes investies aussi. C'est pour la 3e édition là, qui vient à peine de se terminer. On parle de 45 millions de dollars. C'est près de 29 millions d'euros. Environ 2% du budget d'investissement, donc c'est conséquent et c'est aussi ce qui permet de distinguer là, des démarches locales qui tournent davantage autour de 200 000 à 500 000 $ là, comme budget. Donc, une mobilisation transversale à travers la Ville de Montréal. On est une petite équipe de 3 qui le portons, mais il y a plus de 300 collaborateurs à l'échelle de la ville qui collaborent avec nous. Et je vais tout de suite aller
pour pouvoir laisser la parole à Kevin. On organise la participation autour de thématiques depuis la première édition en 2020. Au départ, c'était la transition socio-écologique. Puis depuis 2 éditions, on est sur les thèmes de la jeunesse, de l'équité et de la sécurité. Et puis, il y a quelques données là, quelques données chiffrées là, de l'état de la participation et des projets lauréats qui sont en voie de réalisation en ce moment. Et Kevin, je te laisse la parole. Il vous reste 2 minutes. Oh. Bon, approche communicationnelle, donc dans le fond, à partir de la 2e édition, on a développé une plateforme marketing communicationnel vraiment axée autour des 2 grandes phases de participation publique, la collecte d'idées, le vote. Donc vraiment les moments où on demande aux citoyens, citoyennes de participer. Puis l'objectif ici, à chaque fois, c'était vraiment comment on peut faire comprendre facilement, rapidement, ça consiste en quoi le budget participatif, c'est quelles actions qu'on demande aux citoyennes, aux citoyens dans un monde où ils sont pressés, où ils n'ont pas beaucoup de temps à donner pour ce genre de démarche. Évidemment, on voulait aussi une plateforme où on peut s'adresser au public cible et aux thématiques spécifiques des différentes éditions. Donc, les 2 dernières éditions, on devait s'adresser aux jeunes notamment, donc c'était un défi en soi. Puis, comme le disait Myriam, à Montréal, on a des budgets participatifs locaux, donc des arrondissements qui avaient leur propre vocabulaire, leur propre identité visuelle, donc il fallait que nous, on se démarque à la ville-centre. Donc, on a développé une approche vraiment... on essayait de rendre ça le plus concret possible, de s'éloigner de l'abstrait des termes participatifs, etc., budget. Le terme budget participatif, on s'est rendu compte dans la première édition, ça portait vraiment à confusion. Là. Les gens ne comprenaient pas tout à fait qu'est-ce qu'on voulait dire. Donc, on l'a plus mis en arrière, en second plan, de l'avant. Pour la collecte d'idées, par exemple, on met vraiment de l'avant une citoyenne ou un citoyen, son idée, une idée qui correspond aux thématiques de l'édition, qui peut être réalisable selon les critères de l'édition. Et puis, donc c'est ça, donc on met vraiment Montréalais, Montréalaises de l'avant. Si tu peux continuer, Myriam. Donc ça, c'est d'autres types de déclinaisons. Donc évidemment aussi, on essaye d'être représentatif de notre population très diversifiée à Montréal. Donc, et là, vous voyez vraiment, on met de l'avant proposer votre idée, l'appel à l'action, et en second plan, le terme budget participatif. Si tu vas à la suite. Et pour le vote, là, cette fois-ci, on met vraiment de l'avant plus les projets là, qui se retrouvent sur le bulletin de vote ou le type de projet qui se retrouve sur le bulletin de vote avec les citoyens qui en profitent, cette fois plus dans une approche illustrative. Merci. Voilà. En fait, on arrive à la fin du temps. C'est bon, c'était pas mal terminé. Oui, merci, je suis désolé, je suis le maître du temps et donc on va traverser l'Atlantique vers la ville d'Albi. Oui, Merci. alors du coup, merci beaucoup. Et juste vous dire, Montréal, que moi j'étais vraiment séduite en fait par la communication, que je trouvais ces visages très conquérants, très clinquants, mais dans le bon sens du terme, et ça donnait vraiment envie. Alors merci beaucoup de cette belle présentation qui est très très séduisante. Et donc oui, donc on retourne en fait, on retourne dans le sud avec Nathalie Folio. En fait, nous allons parler de la démocratie active dans la ville d'Albi, dans le Tarn. Donc on retourne en Occitanie sur nos terres. Nathalie, je te laisse la parole pour présenter le budget participatif de la ville d'Albi. Oui, alors Albi, préfecture du département du Tarn en région Occitanie, 52 000 habitants, donc le petit poussé parmi vous, qui a une particularité un peu particulière, c'est-à-dire que depuis 30 ans, avec les municipalités qui se sont succédées, il y a toujours eu confiance en le triptyque fort entre l'expertise du citoyen, l'usage du citoyen, et qui doit être aux côtés des élus et des agents de la collectivité. Tout ceci, bien sûr, avec un objectif commun, œuvrer collectivement pour le bien vivre ensemble et aussi pour l'amélioration du cadre de vie. Le mot participatif, à l'époque, n'était pas du tout à la mode. Et en fait, oui, le langage évolue, oui, la communication a évolué. Nous ne parlions pas du tout de participation citoyenne. La crise sanitaire, nous pensons, a constitué un révélateur de la force des coopérations et la nécessité de se réinventer. Il était évident que la réponse devait être collective
Et il était évident que les citoyennes et les citoyens albigeois, en tout cas, devaient s'entraider et agir pour le bien commun dans leur vie de tous les jours. C'est encore plus vrai aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, qui est globalisé et fracturé. Et donc, la collectivité a poursuivi cette démarche qui était entamée, mais qui n'avait pas de nom, hein, et a cherché à associer un peu plus poussé les habitants et l'a nommé la démocratie active. Pourquoi active et non pas participative? Parce qu'on a trouvé que dans la notion d'active, on avait le phénomène d'agir. En fait, et aussi le phénomène de pouvoir évoluer dans cette action. On peut participer sans agir, pour dire, je crois que quelqu'un l'a dit. L'emploi de l'adjectif active nous a semblé plus fort. Et oui, les mots ont de l'importance. Et on voit à travers nos budgets participatifs que le pouvoir des mots, justement, voilà. Et la ville donc d'Albi a ainsi progressivement développé et proposé d'autres démarches et dispositifs, et notamment le budget participatif. Alors bien sûr, à l'échelle d'une ville de 50 000 habitants, on n'est pas du tout à l'échelle de New York ou de Montréal. On avait 1 million d'euros en 2 appels à projets de 500 000 euros en année civile. Donc 3 mois, comme tout le monde, enfin comme beaucoup, 3 mois d'appel à idées, puis après 2 mois pour que les services s'approprient et regardent si c'est recevable ou faisable, pour que ces idées soient faisables ou recevables. Et ensuite, 1 mois et demi de campagne et 1 mois de vote. Un budget participatif qui est aussi doté d'une commission composée d'élus et de citoyens tirés au sort, qui sont garants de la bonne marche tout au long des mois de l'année, et même plus. Et aussi, c'est suivi d'une évaluation, parce que qui dit budget participatif, s'il n'y a pas d'évaluation, voilà, il faut que chacun puisse apporter des remarques, améliorer la chose, et il faut que ça s'évolue et que ça s'adapte, et la collectivité doit s'adapter aussi aux demandes. Et c'est pour ça que nous avons voulu que cette démocratie soit active et loin d'être opposée à la démocratie représentative. Elle renforce plutôt les liens entre les élus, le citoyen et les agents de la collectivité. Et pour symboliser ce lien, en fait, à Albi, on a pris un vieux minibus, on l'a relooké aux couleurs de la démocratie active, et il s'est déplacé à travers la ville et à travers les quartiers. Petit à petit, en fait, au fur et à mesure des années, les couleurs et le minibus est complètement inclus dans la ville. On sait que c'est là qu'on se rencontre, c'est là qu'on discute, c'est là qu'on peut proposer des choses. Et le but, c'est de favoriser les moments de rencontre. Et le fameux aller vers, en fait, est presque devenu un second slogan pour les Albigeois après la démocratie active. Il ne s'agissait pas de s'installer dans le quartier et d'attendre. Il s'agissait de remobiliser les citoyens, de les inciter à proposer des idées, de les inciter à voter. Cela demande de la ténacité, de l'engagement, de l'énergie pour l'équipe, et pour réinventer une démocratie active au quotidien. Celle qui vient enrichir l'action publique et qui vient rendre fiers ceux qui y participent, que ce soit les citoyens ou les agents ou les élus. Ensuite, quand leur idée est devenue projet et qu'elle est votée par leurs concitoyens, il s'agit de faire avec eux. On a la chance d'être une ville moyenne et de pouvoir le faire sur un territoire qui est quand même plus restreint qu'une région ou que une grande ville. Et en fait, on fait avec eux pour qu'ils appréhendent leur action au niveau des usagers et de leur territoire, pour qu'ils voient comment une collectivité peut marcher de l'intérieur. Aussi, on a passé de longues heures auprès des habitants, on a multiplié les formats pour inclure le maximum de citoyens. On a une télé tactile qui permet aux gens
voter sur place ou voilà, de pouvoir aller sur la plateforme et de voir les projets. On a essayé d'aider. On a aidé les mamans dans les quartiers prioritaires. On a 3 quartiers prioritaires de la ville à Albi et on a aidé les mamans. C'est pas leur rôle, c'est pas leur boulot d'aller faire campagne. On les a aidés à développer un langage, à aller aborder les gens, à aller à la sortie des écoles, faire campagne. Et la fierté de celles-ci quand leur projet est voté par leurs concitoyens et qu'elles sont lauréates et de voir qu'il est réalisé, bon, ça n'a pas de prix. Et notamment pour nous, agents, en fait, en tout cas, franchement, c'est la joie voilà, extrême. Nathalie, il te reste 1 minute pour Oui, conclure. je finis. Merci. Être donc des albigeois actifs, c'est favoriser le développement des capacités de tous et leur autonomie. C'est ce qu'à Albi, on est chargé de faire tous. On a 2 élus à la démocratie active qui sont chargés de porter le message auprès de leurs autres élus et des services de la ville. Et les pratiques collaboratives apparaissent comme de nouvelles voies de dynamisme et notamment le budget participatif. Il a complètement été intégré par la population et ils attendent profondément le prochain budget participatif. Et en fait, on a choisi à Albi de vivre une démocratie active, dynamique et impliquée pour un seul dénominateur commun, construire la ville ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette expérience. Et là, maintenant, on va monter un peu en hauteur. On va vers les Alpes et on va à la Suisse. Virginie? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie, pour cette belle présentation voilà, extrêmement active de la ville d'Albi, avec toujours beaucoup d'émotions en fait, dans ce que tu fais. Et ça compte. Donc la Lausanne a titré son budget participatif Votre ville, vos projets, imaginez, votez, créez. Alors là, c'est le lieu d'implantation des projets qui est mis en avant pour renforcer le lien entre les citoyens et leur lieu de vie. Et là, c'est clairement la ville vous appartient, mais c'est aussi vous en êtes responsable. Elle sera ce que vous imaginez qu'elle doit devenir. Et d'un inverse, lorsque nous avons échangé, vous m'avez dit que les mots étaient le reflet de la réalité sociale et politique des territoires. Mais je vous laisse la parole. Alors, merci beaucoup. On m'entend bien, ça va? Ouais. Oui. Donc, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à participer à cet atelier et puis avoir suivi votre démarche parce que je crois que c'est quelque chose qui se voit dans toutes les précédentes interventions aussi. Je crois que c'est Kevin qui l'a très bien dit aussi pour Montréal, et puis pour tous. On a cherché en fait des mots et puis qui soient capables de mobiliser finalement nos concitoyens autour de ces projets parce que l'idéal participatif, on l'a tous, mais c'est vrai qu'on se rend compte que il ne trouvait pas forcément un écho. Les mêmes mots ne vont pas forcément mobiliser ou toucher les personnes de la même façon à droite ou à gauche. Le fait d'avoir, nous, on a eu le même problème que Montréal, ça ne voulait rien dire pour les gens, budget participatif. On a justement dû beaucoup nous questionner à ce niveau-là, surtout en Suisse où c'était le premier, il n'y en a pas eu beaucoup depuis. C'est vrai que je trouvais que la démarche aboutissait à quelque chose d'assez évident, qui n'était pas forcément clair pour tout le monde, mais qui finalement saute aux yeux quand on voit qu'on a dû en fait adapter aussi tant sur le dispositif que sur le choix des mots, la notion de budget participe et de participation à nos territoires. Typiquement pour la Suisse, je pense que l'enjeu marquant, quand on compare aussi les origines des autres budgets participatifs, c'est que c'est un pays où il y a déjà beaucoup de possibilités de participer. Et il y a par rapport à des régions, des villes ou des pays qui ont mis en place des budgets participatifs parce que la population manquait d'opportunités de participer, puis qui finalement avait la vocation à recréer des opportunités, à donner des canaux, à permettre finalement aux gens de s'exprimer. En Suisse, on n'était pas dans la même problématique parce qu'il y en a plein déjà. Pour la petite histoire, je ne veux pas faire long, mais dans toutes les villes de Suisse, au niveau local, il y a un organe délibérant qui n'est pas forcément, qui est élu. Dans 20% des cas, il est élu par la population, il n'est pas forcément corroboré à l'exécutif, donc il y a souvent vraiment des oppositions entre l'organe délibérant et l'exécutif, ce qui permet des débats d'idées et des fois des blocages très intéressants pour la population qui a moyen de mettre des vétos à des projets. Puis dans 80% des villes suisses, c'est même pas un organe représentatif, c'est toute la population qui peut venir en fait voter sur les budgets de la commune, sur des projets d'investissement. Donc en fait, les opportunités, elles existaient déjà et c'était un peu le défi de ça. Mais pourquoi en fait rajouter un outil démocratique? Comment le positionner en fait dans ce champ des institutions qui existaient déjà?
Et c'est là, en fait, que nous, les mots qu'on a choisis, du coup, reflètent, en fait, du coup, un choix stratégique de dire on va essayer d'aller chercher de la participation auprès de gens qui n'utilisent pas les outils à disposition, et que ce sont notamment les étrangers qui n'ont pas du tout le droit de vote au niveau national, et puis qui au niveau local, il n'y a pas beaucoup de scrutins locaux. Et puis aussi des gens qui n'ont pas forcément les capitaux, on va dire, socio-économiques ou culturels qui ne se sentent pas concernés. Pour vous donner un exemple, oui, on vote beaucoup en Suisse, 4 fois par année au niveau national et un certain nombre de fois au niveau des régions aussi. Mais typiquement, là, en février, on a voté sur une initiative. Donc, c'était des gens qui ont récolté 100 000 signatures et puis il y a eu une votation sur toute la Suisse. Un texte qui s'appelait « Pour une économie responsable, respectant les limites planétaires ». Initiative pour la responsabilité environnementale. Donc, on est sur des thèmes de votation qui sont extrêmement généraux. On a l'impression qu'on va sauver le monde. Mais en fait, dans les faits, les gens, des fois, ne s'approprient pas forcément ces votations parce que, en fait, le texte de l'initiative sur lequel les gens votaient, c'était un article constitutionnel qui disait que les activités économiques, attendez que je vous le retrouve, qui disait simplement que la nature. Les activités économiques ne peuvent utiliser les ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées. Donc, en fait, les gens devaient voter. Est-ce que vous voulez mettre cet article dans la Constitution? Et dans le débat d'idées, la droite dit ça va tuer l'économie, ça va faire plein de taxes, ça va empêcher plein de choses de se faire. Les mouvements écologiques disent mais non, on est obligé, on n'a pas le choix. Donc, on est sur un débat extrêmement abstrait au niveau de la votation. Et effectivement, il y a énormément de gens en fait on s'en rend compte, qui n'utilisent pas finalement l'outil de la votation parce qu'on est cette notion constitutionnelle au niveau national est beaucoup trop abstraite au niveau des enjeux. Donc pour nous, l'avoir créé ce budget participatif à Lausanne, c'était l'idée justement de recréer de l'intérêt pour la participation sur des enjeux appropriables dans votre quartier. Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez mettre en place? Qu'est-ce que vous aimeriez développer pour soucier finalement mettre des sujets de participation qui soient plus concrets et puis justement susciter de l'intérêt pour des gens qui auraient peut-être le droit de voter ou pas, mais qui en tout cas n'ont pas accès aux autres institutions. Donc c'est pour ça en fait qu'on s'est retrouvé sur un champ lexical qui était moins révolté, moins fanfaron, enfin moins allez-y, libérez-vous, c'est la révolution, plus mais demandez, voilà, si vous pouviez faire quelque chose, qu'est-ce que vous et être vraiment dans cette démarche d'aller chercher en fait de la curiosité, de l'imagination auprès des gens pour un peu revitaliser leur engouement pour la démocratie. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui n'était pas forcément conscient au début, mais c'est des enjeux qu'on a résolus au fur et à mesure. Et puis c'est vrai qu'en regardant le panorama de cette carte, on se rend compte finalement que ça a vraiment créé une différence avec les autres budgets. Et c'est avec cette idée de vouloir donner du coup quelque chose de palpable et de concret aux gens par rapport à des enjeux démocratiques beaucoup trop high level qu'on en est venu à donner un budget de fonctionnement pour que les gens reçoivent une enveloppe concrète pour faire leur projet ensuite, vraiment pour maximiser cette appropriation de la participation et leur montrer qu'il faut avoir une influence très directe. On voulait éviter aussi pour ça aussi qu'on n'a pas suivi des modèles qu'on a beaucoup en France où finalement après c'est l'administration qui met en œuvre le projet, où finalement on retrouvait cette distance de oui, vous avez donné une input, une idée, mais finalement vous ne voyez pas beaucoup plus la réalisation, en tout cas pas directement. Donc on a vraiment pris toutes les options possibles pour que ce soit entre les mains tant de ceux qui proposent des projets qui après réalisent. Damien, il te reste encore 2 minutes. Ouais. Effectivement, je sais pas je pense qu'après, on va plutôt avoir l'occasion d'approfondir et de rediscuter de ça, mais je pense que c'est vraiment ce reflet d'une démocratie suisse qui est peut-être active, mais pas forcément accessible ou sur le papier. Et que du coup, pour nous, le budget participatif avait cette vocation à apporter, finalement, à compléter la boîte à outils pour aller chercher une participation différente. Et puis, on a mesuré, pour une petite histoire, peut-être pour conclure, on a voulu voir si ça avait marché. Et du coup, on a localisé les votes, on a comparé d'où venaient les votes à la ville de Lausanne, quel quartier de Lausanne votait plus, va voter en majorité sur des votations nationales ou régionales. Et puis, on a voulu voir si sur les votes de participation au budget participatif, c'était les mêmes quartiers, donc finalement toujours les mêmes gens qui votent, de toute façon déjà qui votaient aussi au budget participatif. Et c'était intéressant de voir que c'est heureusement pas le cas. Et il y a des quartiers qui ont peut-être moins d'affluence ou qui quantitativement pèsent moins sur des scrutins classiques, du coup, là, tout d'un coup, se mobilisaient autour de la votation du budget participatif. Et du coup, ça nous a
rassurer et puis en tout cas confirmer qu'on avait atteint notre but, que ça permettait apparemment en tout cas de mobiliser d'autres personnes, d'autres publics. Et c'est pour ça qu'on continue. Voilà. Merci Damien pour cette présentation et maintenant on va s'envoler avec Clémence pour découvrir encore d'autres terres un peu plus lointaines sur les budgets participatifs. Virginie? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Damien. C'est vraiment passionnant, en fait, ce grand écart, en fait, entre la question de l'hygiène démocratique dont on parlait, c'est-à-dire on va souvent voter, mais finalement, on vote pour quoi? Et comme le budget participatif peut revenir donner une dimension très concrète au vote. Et donc, Clémence, en fait, elle est experte participation citoyenne à l'Agence française du développement et elle travaille à faire voyager justement les budgets participatifs. Et Clémence, je te laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Ça m'a beaucoup intéressé la présentation de Damien parce qu'effectivement, moi, je voudrais redire qu'on est, en introduction, qu'on est quand même dans un moment un peu particulier pour les budgets participatifs. En France, on a commencé à introduire les budgets participatifs il y a une grosse dizaine d'années. Moi, à l'époque, je travaillais pour Anne Hidalgo à la ville de Paris. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'inspiration en France. Et justement, je racontais à Virginie que j'étais un peu émue en voyant la carte et les inspirations parce qu'effectivement, nous, à ce moment-là, on avait regardé Montréal, New York et on s'était non seulement inspiré pour concevoir le dispositif, mais aussi les éléments de langage et on avait même carrément pompé les éléments de marketing sur notre budget, notre projet, notre argent de la ville de New York. Donc voilà, ce mouvement de circulation transnationale, il a toujours été je crois, très actif et le tour du monde des budgets participatifs se fait depuis 10 ans. Et maintenant, on est à un moment où il y a un peu d'essoufflement. Il y avait un atelier là-dessus aux rencontres de la participation à Strasbourg en présentiel il y a 2 jours sur l'essoufflement des budgets participatifs. Alors, c'est probablement pas le cas partout dans le monde, mais en tout cas, en France, sur les budgets qui ont un peu 10 ans, j'entends beaucoup, il y a notamment l'Assemblée citoyenne de la ville de Paris qui travaille en ce moment à essayer de réinventer les outils participatifs. Et j'entends beaucoup de critiques, notamment sur le fait que ça a beaucoup cristallisé la relation avec les citoyens autour justement d'un vocabulaire, de véhicules très rationnels, très appel à projet, où finalement on communique plus que par projet innovant. Et du coup, je trouve ça super intéressant dans ce moment un peu critique où on doit aller questionner nos outils et puis aussi quand même faire face à énormément de méfiance de la part dans les relations entre citoyens et institutions, qu'on aille chercher d'autres inspirations et peut-être aussi voir comment on peut faire évoluer nos dispositifs, nous en France, et puis repenser notre langage. Donc, comme l'a dit Virginie, nous à l'AFD, l'Agence française de développement, on finance des projets, beaucoup de projets d'infrastructures sectorielles, de l'eau, de l'urbanisme à l'étranger dans les pays qu'on finance. Et dans ce cadre-là, on va soutenir et accompagner aussi des pratiques participatives. Et donc, le budget participatif est évidemment l'un des véhicules de cette participation. Moi, j'ai été surprise de découvrir à l'AFD qu'en fait, on appelait ça le budget participatif à la française. Et effectivement, il y a un peu une dimension de rayonnement. Donc, en Turquie, par exemple, à Ankara, à Istanbul, tout le monde est hyper preneur d'échanges de bonnes pratiques avec le budget participatif parisien. Mais il y a aussi beaucoup de choses, on n'a pas parlé, on n'a pas de représentants aujourd'hui, mais par exemple autour des ressources, de l'eau, le budget participatif de Hauts-de-Paris, toutes les démarches participatives de Hauts-de-Lyon, c'est aussi des modèles un peu alternatifs super intéressants à exporter. Et puis, j'ai pris l'exercice de façon un peu littérale sur le tour du monde des budgets participatifs et en essayant aussi de chercher des sémantiques alternatives. Et donc, j'ai un peu 3 modèles alternatifs à vous proposer pour essayer d'imaginer ensemble comment on peut faire évoluer le budget participatif français. Il y a d'une part les micro-budgets collaboratifs. Donc, nous, ce qu'on propose pas mal dans nos projets, c'est d'imaginer finalement pas tant un appel à projet, mais comment on va pouvoir, je ne sais pas, dans l'aménagement d'une zone humide, avec un objectif de transformation des pratiques citoyennes pour mieux partager des ressources, par exemple, comment est-ce qu'on va diviser
d'argent, de subventions, etc., à des micro-échelles pour aller financer des tout petits investissements pour des éleveurs, des agriculteurs, des choses comme ça. Ça, je trouve que c'est vachement intéressant aussi de réfléchir à ce type de modèle pour se dire en France, pour descendre vraiment à l'échelle ultra locale, enfin en France ou en Suisse ou au Canada, de penser plus tant en termes d'appel à projet, mais vraiment en termes de budget collaboratif et de comment on va se répartir des sommes entre nous. Et vous savez que souvent, on est, nous, sur nos modèles de budget participatif à la française, vachement limités par ça, parce que on est sur des budgets de fonctionnement. Non, le contraire, on est sur des budgets d'investissement et souvent, cette dimension-là, elle nous manque un peu sur la façon dont, du coup, on peut faire vivre aussi des collectifs d'habitants, des pratiques bénévoles, des choses comme ça. Le deuxième modèle que je trouve, enfin modèle concept que je trouve très inspirant, c'est la participation au budget. Donc là, on n'est plus sur des budgets participatifs au sens propre, mais plutôt comment est-ce qu'on peut faire participer les citoyens dans des cycles budgétaires. Alors, parfois, ça peut paraître moins ambitieux parce qu'on ne va pas proposer aux citoyens d'investir directement de l'argent avec des infrastructures qui vont sortir de terre, des aménagements dans l'espace public. Mais en réalité, je crois que ça pourrait être aussi un chemin pour pouvoir monter les budgets participatifs à l'échelle nationale. Et donc, par exemple, c'est le cas en Arménie, où il y a un décret qui fait que dans la préparation du budget, chaque ministère a l'obligation de mener des consultations avec les citoyens et de les impliquer dans tous les cycles du processus budgétaire. C'est le cas aussi, alors probablement de façon un peu plus expérimentale en Égypte, où il y a une initiative également de budgétisation participative et où là, c'est au sein du ministère des Finances. Il y a toute une logique de budget citoyen, bon, avec toutes les limites qu'on peut imaginer en Égypte, mais avec en tout cas des consultations de tous les corps intermédiaires dans la conception, dans les préparatifs budgétaires. Et beaucoup plus ambitieux. Encore 2 minutes. Ok, j'ai presque fini. Beaucoup plus waouh, ils ont une budgétisation nationale participative en Corée. Où là, le processus est vraiment, à ma connaissance, mais du coup, d'ailleurs, c'est la partie où on veut vraiment ouvrir la conversation. Et donc, dans le chat, si vous avez connaissance de vrais exemples inspirants de budget participatif national, ça m'intéresse beaucoup. Et donc, en Corée, c'est vraiment à très, très grosse échelle, tout le cycle budgétaire est participatif, avec des projets vraiment très, très grosses enveloppes budgétaires. Et enfin, bien sûr, la planification participative. Alors ça, c'est des modèles qui ont été développés plutôt en Amérique latine, dans une logique, dans les années 90, dans une logique à la fois de démocratisation du budget, de chercher une autre façon, un développement économique alternatif, et puis qui s'accompagne dans les deux cas que j'ai regardés, vraiment de comment on réinvente la décentralisation. Donc à la fois dans l'État du Kerala depuis 1996 et puis à Belo Horizonte depuis 1993. Et là, c'est aussi très intéressant de voir, très inspirant, de voir qu'il y a aussi tout un vocabulaire autour dans toutes les étapes. Alors notamment à Belo Horizonte, il y a de très jolis concepts. Il y a la caravane des priorités, alors un petit peu comme à Albi, mais peut-être à plus grosse échelle, où les citoyens font une exploration dans tous les lieux d'implantation des projets. Il y a le concept, alors là, peut-être Giovanni, tu me corrigeras tout à l'heure, du Conforça, parce que je ne parle pas portugais, qui est une sorte de comité citoyen qui s'assure, qui sont désignés par leur pairs et qui s'assurent de la faisabilité des projets. Et au Kerala, on appelle ça le People's Plan, le plan du peuple. Et donc, dans les deux cas, la spécificité, c'est qu'on ne choisit pas juste des projets. On est sur de la planification à 4 ans. On est vraiment sur une projection. Et tout à l'heure, Virginie nous montrait la carte avec pas mal de vocabulaire emprunté à la planification. Et je crois que parfois, c'est peut-être un peu abusif. On est en réalité sur de la planification à petite durée. Là, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on est là, les citoyens sont vraiment impliqués dans la définition de plans hyper stratégiques à 4 ans.
Merci Et, Clémence. ça marche. Et ben, j'ouvre la conversation là-dessus. Donnez-moi d'autres exemples. Oui, et là, du coup, merci pour cette ouverture, parce que là, on va atterrir un peu avec Giovanni, qui va nous faire les difficiles exercices de reprendre toute cette information. Virginie? Oui, 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 Giovanni, on t'écoute religieusement. Donc, Giovanni Allegretti, il est chercheur au Centre d'études sociales de l'Université de Coimbra au Portugal. Et voilà, et il clôture, mais enfin, une clôture qui ouvre à discussion. Bon, avant tout, je voulais remercier de cette opportunité. Je suis très content d'être ici et avoir écouté une narration qui a croisé plusieurs. On t'entend pas bien, Giovanni. Enfin, je sais pas. Si? Oh. Ah, c'est bon là. Si? Ah, Ça, peut-être. c'est bien. C'est bon, Ok. parfait. Ah, Touche ok. plus à rien. Et Super. excusez-moi, mon français est un peu pauvre. N'est pas facile de faire une conclusion sur la base de ça, mais je vais essayer. La première chose que je voulais dire est que dans cette tour du monde, on a rencontré les caractéristiques les plus importantes du budget participatif, qui sont l'adaptabilité à différents niveaux et institutions. Je viens d'un pays, Portugal, où on a eu les budgets participatifs à niveau régional pour 3 années à niveau national. On a eu les budgets participatifs des jeunes à niveau national aussi. On a plus de 200 budgets participatifs municipaux. Il y a les budgets participatifs de toutes les écoles secondaires de Portugal. Et en plus, il y a des budgets participatifs jeunes pour les vieux. Et il y a des budgets participatifs au sein d'institutions comme l'Université d'Algarve. Et on a les budgets participatifs de l'ordre des infirmiers et de l'ordre des psychologues. Ça veut dire qu'il a montré vraiment que les budgets participatifs est adaptable à différents types d'institutions. La deuxième chose, c'est l'évolutivité. Non, Clémence disait que Paris est en train de reformuler des idées sur la base, et c'est très important ça, sur la base de l'excès de répétition, de rationalisation, non? Et peut-être, elle n'a pas dit ça exactement, mais la redécouverte des émotions, lorsque le langage est devenu un peu appel à projet, non? Alors, c'est devenu plus pareil à ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans la distribution de l'argent pour le bénévolat, par exemple, non? Qui devient difficile pour ce groupe de la population quand la compétition entre projets devient trop complexe. Et alors, ceux qui gagnent sont toujours ceux qui ont capacité de gagner parce qu'ils ont capacité de produire projets, n'importe pas si pour l'Union européenne ou pour la ville de Paris. Et là, une autre chose que je voulais dire est que les budgets participatifs s'est montré réellement fils de son époque. Parce que les budgets participatifs a comme target originaire les citoyens individus. Ça veut dire qu'il reconnaît qu'on est dans une période de l'histoire du monde où la méfiance dans la représentation est très grande. Et ce n'est pas la méfiance dans la politique, dans les syndicats, dans les églises, dans les associations. Non, c'est la méfiance dans les voisins, dans ton voisin. Et alors, l'importance d'avoir un espace où participer comme individu qui ne se sentent jamais représentés pour des autres. Car il y a une croissante population avec cette vision, c'est important de trouver et de construire des espaces où, en même temps, tu es individu, mais tu es obligé à négocier avec les autres dans un espace collectif qui reporte des concepts d'intérêt collectif. Bon, dans ta carte géographique, c'est clair que les mots sont réflexes d'une culture civique et participative, mais aussi institutionnelle. Je pense au nord d'Europe, qui n'a pas traité ici, les termes utilisés en Allemagne, Bürgerhaushalt, ou en Suède, Medborgarbudget.
sont des termes adaptés à des contextes où la vision du bien commun dans la ville est déjà importante. Mais la relation entre les citoyens est pauvre parce qu'il y a des niveaux d'individualisme quelquefois, par exemple en Et tu Suède. peux les traduire, Giovanni, tu peux les traduire, c'est Ah, de... ce sont des budgets du peuple, budgets civiques, D'accord, non? C'est ok. l'idée, c'est pas, c'est centré sur les budgets comme élément important, mais après, c'est les budgets les budgets des citoyens. C'est pas les budgets de la ville, c'est les budgets des citoyens de la ville, non? Et c'est important parce que l'objectif des budgets participatifs en Suède n'est pas, comme au sud du monde, de contrôler la corruption, de reconstruire la confiance dans la politique, c'est de construire des réseaux de citoyens, de refaire la communauté. Chaque culture adapte les sujets à des différentes nécessités de ces lieux. Et le langage est performatif. Je dirais que derrière le langage, il n'y a pas seulement la culture du pays ou de la ville, il y a aussi une communauté réflexive. Je vous fais un exemple. En Italie, au début de 2000, il y a eu plusieurs des budgets participatifs appelés budgets participés. Et la différence entre budget participé et budget participatif, c'était énorme. Parce que le budget participer normalement étaient des phases d'information sur les cycles du projet, demandant aux habitants, vous êtes d'accord aussi? Bien, il n'y a pas du temps, désolé, les prochaines semaines, on doit l'approuver. Non? Et le budget participatif, c'était itératif, c'était vraiment un processus avec du temps, et le temps est fondamental, une dimension fondamentale pour les citoyens. Il y avait des autres municipalités qui ont confondu les budgets participatifs avec les budgets sociaux. Les budgets sociaux, c'est quelque chose de complètement différent parce qu'on l'appelle, parce que les mots en Italie, budget et balance, c'est les mêmes mots. OK, et bilancio. Mais dans le sens, c'est très différent parce que les balances, c'est quelque chose qui est fait a posteriori et les budgets participatifs, c'est inutile a priori, qui décide avant, non, de comment utiliser l'argent. Et alors, ce mélange aujourd'hui est important parce qu'au début, c'était quelque chose qui confondait les habitants. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui intègre des visions d'information avec la vision de la participation. On est dans un moment où les deux dynamiques internationales plus importantes sur les budgets participatifs sont la construction des systèmes participatifs, plusieurs des outils multicanales. Non? On a plusieurs des outils de participation et le budget participatif a une place importante au milieu de ces différents outils qui servent à appeler des différents citoyens sur des différents sujets. Et l'autre dynamique importante est... Giovanni, ouais. je te laisse okay. 1 minute, 2 minutes. Merci. Oui, OK. Alors, la deuxième dynamique, c'est la dynamique de le scaling up, non? L'échange des niveaux dont a parlé aussi Clémence. La Corée, le Portugal, le Brésil qui a fait des processus participatifs sur les budgets pluriannuels. Et je voulais terminer avec une chose, en passant au mot. Yves Caban disait toujours qu'on doit penser chaque mot très sérieusement. Pour exemple, bouger veut dire qu'on doit penser combien d'argent est nécessaire pour apporter des changements. Alors, des micro-bougets participatifs avec $1 pour personne, ne sont pas capables de transformer la dynamique d'une ville en termes de justice sociale. C'est pour ça qu'il est important ce que Montréal a dit sur la croissance du budget au long du temps. Les participatifs aussi importants parce que nous,
en Europe et dans le nord du monde, on considère l'action participative comme une action politique. Mais dans le sud, dans le monde indigène, andine, dans des sociétés africaines, la participation, c'est aussi habiter ensemble, vivre ensemble. Et cette dimension du vivre ensemble est aussi importante comme la dimension politique. Finalement, l'objet est seulement des projets. Parce que les budgets participatifs à niveau des régions au Brésil ont montré qu'il est possible de faire des budgets participatifs sous des politiques, que c'est très important aussi, construire de nouvelles politiques, pas seulement des projets. Et la dernière chose, c'est l'implémentation. L'implémentation aussi est différente dans les différentes cultures. L'Angleterre fait faire l'implémentation des budgets participatifs aux associations citoyennes aussi. Et non, n'est pas vous décidez et la municipalité ou l'État construit. Non? Il est important cette dimension ici de l'implémentation. Bon, je termine ici et merci de toutes les idées que vous avez apportées. Merci beaucoup, Giovanni, pour cette conclusion, pour cette synthèse et pour nous permettre aussi d'avoir une vision plus globale des budgets participatifs dans le monde. On a fait un long voyage. Là, il nous reste encore 15 minutes pour cet atelier. C'était très riche et on va pouvoir ouvrir la discussion. Virginie, je te laisse la parole. Alors oui, mais merci à toutes et à tous de toutes ces interventions vraiment passionnantes et Giovanni pour cette magnifique conclusion qui ouvre d'autres champs de travail et d'exploration sur la carte des langages. Peut-être que parmi alors je ne sais pas, parmi les questions, Diego, ce qui a été posé dans le chat qui serait intéressant de soulever, et si parmi nos intervenants de Montréal, je ne sais pas si le Cameroun est toujours là, la Suisse, si vous avez d'autres choses à rajouter, si ça vous a inspiré la conclusion de Giovanni Allegretti. En fait, il y a plusieurs questions dans les chats et avec des questions en détail, certains qui se répondent aussi. Bon, il y a des questions pour Cameroun, mais notre collègue Paul, il a dû partir. Bon, voilà, il y a des exemples aussi dans les chats et des informations supplémentaires. Il parle beaucoup des éléments de langage, des mots qui sont donnés. L'échange, il a été assez riche. N'hésitez pas à lever la main. Il y a des réponses au fil de l'eau dans les questions. Là, je n'ai pas de questions précises à vous poser. Mais sinon, j'ai vu que Adria Duarte était, je ne sais pas s'il est encore avec nous. Il aurait pu nous parler peut-être de Téhéran, parce que je sais qu'il a travaillé sur le budget participatif à Téhéran, que j'ai placé sur la carte d'ailleurs. Je ne sais pas si Adria, vous êtes toujours avec nous. Je suis là, Virginie. Ah, super. Et félicitations aussi, comme j'ai écrit sur le chat, c'était vraiment très, très intéressant. Et vraiment sur le terrain, c'est vrai que c'est une ville qui a postulé au prix de l'OIDP, aussi justement l'étude d'Ifkaban que c'était le dernier étude qu'il a fait avec nous, qu'on vient justement avant-hier, il a été lancé, c'était justement sur le rôle des budgets participatifs, la relation des budgets participatifs avec les idées de politique de solidarité, de soins dans la ville, c'était très intéressant. Non, vraiment, moi, je ne suis pas un super expert sur le cas de Téhéran. Je sais que c'est en tout cas, les chiffres qui montent sont très spectaculaires, une très grande mobilisation et participation. Je n'ai pas la garantie de vérification jusqu'où ça va, parce que c'est toujours une question délicate, la question des budgets participatifs dans des contextes pas super démocratiques. On connaît ça aussi en Chine, il y a d'autres contextes aussi où il y a des budgets participatifs qui ne sont pas précisément dans des pays démocratiques, oui, on peut dire ça. Et bon, là, il y a un débat, non, justement, sur comment on peut travailler, interpréter et mettre dans la même relation ces projets. Peut-être, je ne sais pas si Giovanni a peut-être une opinion sur ça aussi. Nous, on essaie toujours à l'OIDP, en tout cas, d'apercevoir ce qui existe et d'essayer de le mettre dans la lumière, mais c'est clair que c'est une question délicate, en tout cas. Aussi pour l'Asie, juste commenter qu'on commence à avoir des relations avec la ville de Bangkok. Et à Bangkok, c'est très, très intéressant. Ils font aussi un budget participatif très intéressant, donc il y a des contextes très, très différents aussi en Asie, que parfois on n'a pas l'information disponible parce qu'elle n'est pas en anglais ou ça, mais il y a des exemples très bien. Je sais aussi
Yves Cavan a travaillé beaucoup dans le cas de la Corée du Sud aussi, qui a des projets très intéressants, du budget participatif, à Taïwan aussi. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif qui a vraiment été répandu partout dans le monde et comme Giovanni expliquait, vraiment en s'adaptant beaucoup aux différents contextes. Donc, il y a des contextes où c'est vraiment plutôt un outil même de gestion, de transparence. Dans d'autres cas, c'est vraiment pour faire de vivre ensemble ou de la communauté. Mais en tout cas, c'est bien sûr un dispositif très intéressant justement par ça, qui a été un petit peu répandu partout dans le monde et cette adaptabilité dans les différents territoires. Oui, et je vais rajouter aussi pour les intervenants, si vous voulez, quelqu'un prendre la parole. En fait, il y avait quelques questions sur les contrôles des citoyens par la suite et sur la réalisation du budget participatif. Est-ce que le budget participatif aussi permet de résoudre des conflits et en amont? Est-ce que c'est une manière aussi de faire baisser la tension sociale? Comment on évite, c'est quelque chose qu'on se pose beaucoup la question dans toutes les collectivités qui portent des budgets participatifs et toutes les institutions, comment on évite l'entre-soi, les anciens élus, même les élus, et les citoyens qui sont très engagés, même les agents, dans la réalisation et dans la sélection de ces budgets participatifs. Et quelqu'un posait aussi la question s'il y avait des coordinations des budgets participatifs. Cette question-là, effectivement, en France, on a le réseau national des budgets participatifs. Et Yves Cavan était à la date de la création, il a fait une conférence, je me rappelle bien, à Bordeaux, dans les rencontres, non, c'était à Angers, et aussi dans d'autres pays. Au Portugal, il y a le réseau national des budgets participatifs aussi au Portugal, et en Afrique aussi, il y a une coordination. Donc, il existe beaucoup d'exemples. Si quelqu'un d'entre vous veut prendre la parole pour répondre à l'une de ces questions, des interrogations, continuez la réflexion encore les 10 minutes qui nous restent. Est-ce que je peux ajouter une petite chose que c'est sur la législation? Parce qu'il y a une croissance très intéressante et l'Atlas mondial du budget participatif le montre bien. Il y a une quinzaine de pays dans le monde qui ont des législations à niveau national sur le budget participatif. Et que, par exemple, l'Angola n'a pas eu jamais des expériences et a commencé à travers d'un décret présidentiel qui a institué les budgets participatifs à niveau local. L'Angola n'a pas les élections locales. Alors, c'est très important d'y avoir des outils d'accountability dans les mains des citoyens pour contrôler des autorités qui sont nommées par l'État, mais qui ne sont pas vraiment démocratiques à niveau local. J'ai vu que Myriam avait levé la main. Oui, ben, sur la question des risques de cooptation, puis aussi celle sur la possibilité de dialogue entre les services de la ville puis la population. À Montréal, on n'en est qu'à la 3e édition, mais on expérimente un peu plus là, à chaque nouvelle phase qu'on franchit, entre autres, tant l'étape de la collecte d'idées que du vote. On mise beaucoup sur le terrain. Je suis certaine que c'est aussi le cas dans beaucoup de vos dispositifs. Cette année, pour la période de vote, on a organisé plus de 50 activités là, avec la collaboration d'organismes communautaires. Donc, puis je pense que c'est Damien tout à l'heure qui parlait de toujours les mêmes, là, de ceux qui participent et de ceux qui ne participent pas. Donc, nous, le pari qu'on fait, c'est que pour permettre à ceux qui n'ont pas voix dans les processus participatifs classiques à la ville, ben, il faut aller à leur rencontre. Donc, on tient des ateliers délibératifs là, où on anime littéralement des gens qui ont été rassemblés par des organismes terrains pour permettre non seulement l'émergence d'idées individuelles, donc parce que souvent ça tourne beaucoup autour de ça, puis ce qu'on voyait au début, c'est que bon, chaque personne de façon très atomisée a son idée pour son quartier, mais l'idée c'était de se servir du budget participatif comme un lieu de délibération, d'échange et Giovanni parlait de ce qui est davantage vu en Amérique latine, là, comme habiter ensemble, vivre ensemble, ben, on essaie à notre petite échelle et avec les petits moyens qu'on a de le faire émerger dans le cadre de ces ateliers-là. Donc, nous, on a vu que c'est absolument essentiel parce qu'autrement, on faisait aussi la mesure là, de qui participait dans quel quartier de la ville.
puis, à chaque fois, si on laisse aller les choses avec une plateforme de vote en ligne, les taux de participation étaient toujours beaucoup plus élevés dans les quartiers déjà mieux dotés en infrastructure où la population a un niveau de scolarité plus élevé. Donc, on la voyait la différence. Puis cette année, il y a eu des efforts de mobilisation soutenus qui ont été menés dans des quartiers donc, où il y a une population davantage issue de l'immigration. Et puis, ça a fait une différence. En tout cas, les données qu'on a, là, on voit qu'il y a un renversement là, des quartiers. Un quartier comme Montréal-Nord, là, où la population traditionnellement ne participe que peu à tout ce qui existe là, comme espace démocratique classique. Ben, cette année, on a noté une participation accrue de leur part. Donc, voici pour l'expérience de Montréal. Merci. Je n'arrive pas à voir toutes les mains levées. Je vois qu'il y a une main levée et je vois Sophie Bombarde qui souhaite intervenir aussi. Merci beaucoup. Juste une petite minute, comme je me sens parmi des spécialistes et des porteurs de très gros projets, des impulseurs, et je m'étais inscrite pour voir comment effectivement ce panorama mondial s'organisait. Juste 2 mots, j'ai porté un projet comme candidate en quelque sorte à l'échelle d'un petit quartier, et il y avait 250 participants, et ce que disait Madame juste précédemment est juste. Dans le quartier, il était clair que les gens les plus engagés étaient ceux qui avaient en quelque sorte le plus de biens culturels et matériels, et que du côté du logement social ou des hôtels sociaux qui étaient très présents, même en allant les solliciter, ils étaient très réticents, avaient peur d'une manipulation, etc. Mais ce que je voulais dire, c'est quand on est en quelque sorte usager et interlocuteur de cette logique d'appel à projet, c'est pas si facile parce que l'interlocuteur, ça va être le représentant de la démocratie locale, à la fois comme élu et puis comme fonctionnaire territorial en quelque sorte. Puis après arrivent tous les services. Et en fait, le groupe qui porte le projet est pris dans une sorte de chaos très lent. Veolia a dit qu'on ne dégoudronnerait pas. Il faut quand même penser aux gens. Il s'agissait en fait de végétaliser une partie d'une rue et de supprimer des places de parking. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens ont quand même le droit d'avoir des voitures. Il ne faut pas supprimer de places, etc. Donc il y a tellement d'arbitrage qu'on arrive après à un tout petit truc que finalement, enfin c'est de cet exemple-là, que la ville aurait dû faire de toute façon comme l'aménagement qui se doit dans une ville qui se dit en transition. Je ne dis pas que c'est décevant parce qu'au contraire, ce dialogue, il est très explicatif de la vie collective et de la façon dont l'écologie est finalement minorée par rapport à l'administration et aux enjeux du présent. Mais en tout cas, c'est vrai que ça crée des solidarités de quartier et des paroles entre habitants qui sont, à mon avis, le plus gros bénéfice par rapport aux 4 ou 5 jardinières posées sur le goudron et qui changent certaines choses, mais certainement pas la température de la rue à venir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Si quelqu'un... On m'entend plus. C'est bon là? Oui, oui. C'est bon? Ça marche? Oui, mais merci Sophie Bombard de votre témoignage. Et ça rejoint, il me semble, ce que disait Giovanni Allegretti tout à l'heure par rapport au fait d'aller au micro. Ça n'empêche pas au final de ne pas avoir forcément les projets les plus qui vont véritablement changer en fait la vie d'un quartier, ce qui est censé être quand même l'objectif du budget participatif, qui est, comme vous le disiez, à la croisée de tous ces chemins et de toutes ces contraintes, et finalement qui est le lieu du débat aussi. Je ne sais pas si quelqu'un est sensible justement au témoignage de Sophie. Je pense qu'on s'y retrouve tous beaucoup, non? Je crois que tout le monde se retrouve dans cette situation et on connaît très bien, nous qu'on est à la 9e édition du budget participatif ici à Grenoble, on connaît les parcours et on sait que la transformation de la culture des services aussi pour associer davantage les habitants à la réalisation des projets, en fait c'est un travail de longue haleine. Je vous raconte là très particulièrement notre expérience actuelle. Là on est en train dans la phase d'instruction des projets de la 9e édition et disons que cette année, en 9e édition, c'est la première fois où on trouve qu'il y a une émulation vraiment de l'instruction dans laquelle on a intégré déjà complètement la dimension participative dans l'instruction et que c'est beaucoup plus facile. Tout ça pour vous dire que les transformations aussi dans l'administration, ce n'est pas chose aisée. Et ça, c'est dans tous les cas. Ouais.
c'est l'un des embûches dans les parcours et dans l'itinéraire des personnes qui s'aventurent dans les budgets participatifs, parce que pour les habitants, c'est aussi un travail de longue haleine. On sait que quand on se lance dans une idée, ça va être pour des années avant la réalisation, comme tout projet dans l'espace public ou dans la vie publique. Virginie, oui. Alors, je ne sais, est-ce qu'il y a d'autres réactions ou d'autres interventions? Je vous ai invité dans le chat, en fait, à remplir cette carte des langages. Elle a vocation, comme je le disais, non seulement à voyager, mais à s'enrichir et à devenir de plus en plus collaborative. Alors, petit à petit, alors je ne sais pas si Alexia Jordao est là. En fait, Alexia Jordao, c'est une collègue qui travaille à la reprographie à la région Occitanie. Et c'est elle qui a mis en image mon projet. Et petit à petit, elle me dit, mais cette carte, il va falloir faire des choix parce que elle devient de plus en plus conséquente. Mais tant mieux que la langue nous réunissent. On me parlait, quand j'ai discuté avec Giovanni au tout début, tu me parlais beaucoup de la convivencia, Giovanni. En fait, finalement, cette histoire de la participation, c'est du faire ensemble. Et dans ce monde difficile, là, aujourd'hui, je pense que ça n'a jamais été aussi important qu'on revienne aux mots et la façon dont ils nous portent, en fait, pour accomplir ce que l'on veut tous accomplir ici. C'est-à-dire que la démocratie participative et la démocratie représentative, en fait, trouvent cette façon aussi de cohabiter pour que les projets, à la fin, changent véritablement la vie des gens, avec des investissements conséquents, si possible, comme le disait Giovanni. Voilà, je voulais vraiment vous remercier parce que vous avez été tous extrêmement présents pour la préparation. Vous vous êtes levés très tôt, je pense au Canada. Merci beaucoup. Paul Joël devait partir, mais il nous enverra ses documents du Cameroun. J'espère que le Canada aussi et la Suisse et Grenoble et le Portugal et Adria Duarte, j'espère bientôt aussi. On se retrouvera pour une nouvelle carte des langages et un autre atelier, certainement pour le réseau national des budgets participatifs, dont les prochaines rencontres se déroulent à Marseille cette année au mois de novembre. Et voilà. Il y a Giovanni qui lève la main. Oui, voilà. C'est une petite chose. On se doit rappeler qu'il y a des budgets participatifs qui ne s'appellent ça comme ça. Damien avait dit quelque chose sur la difficulté quelquefois des citoyens de comprendre ces langages. Il y a des budgets participatifs qui sont des sous-titres, des processus qui s'appellent rue par rue, tu décides, des autres choses. Et ça, c'est important parce que le nom n'est pas plus important que les faits, non? Et les faits sont ceux qui permettent, par exemple, à Portugal, que les 20-30% des participants des budgets participatifs ne votent jamais, mais continuent à participer du budget participatif, parce que voit son côté pratique, concrète, loin des promesses de la politique partidaire, par exemple. Alors, c'est important de savoir qu'il y a des budgets participatifs qui s'appellent comme ça, ils ne sont pas ça, et des autres qui ne s'appellent pas comme ça, mais sont ça. C'est une magnifique conclusion. Merci, Giovanni. Et donc là, on arrive à la fin du temps qui nous a été imparti pour cet atelier. On vous remercie toutes et tous d'avoir participé, de nous avoir fait voyager dans différents continents, pays, avec des expériences très riches sur les budgets participatifs et la participation citoyenne. On remercie aussi Yves Cabane qui a inspiré beaucoup de nos travaux et pour qui aussi on a fait cet atelier pour lui rendre hommage et surtout pour continuer. Parce que quand on voit tout ce qu'on est en train de réaliser dans chacun de nos pays et de nos villes, on s'est dit ça a du sens d'associer davantage, de manière plus forte, les habitants aux transformations de chacune de nos villes et de nos territoires. Donc, merci beaucoup à toutes et à tous. Et on va se retrouver certainement bientôt et dans d'autres ateliers, dans d'autres séances de travail. Et voilà.
Et merci beaucoup. Merci, à Et en merci beaucoup. profiter Merci pour Diego. clôturer et en même temps donner une petite information par rapport à une question que j'ai vue. Donc oui, l'enregistrement sera disponible dès la semaine prochaine sur YouTube et on va vous communiquer aussi si vous avez les informations, notamment Virginie, la carte, etc. Enfin voilà, si vous voulez faire un mail récap avec toutes les informations, les PowerPoint ou voilà, qu'on puisse transférer après aux participants, il n'y a pas de problème. OK? En Super. tout cas, merci. C'était très, très, très enrichissant. Toutes vos interventions, c'était vraiment, vraiment incroyable. Super. Merci à tous. Merci à tous. Merci Au à revoir. tous. À Au très revoir. bientôt. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir.